Pour commencer, cette présentation, je reviens juste rapidement sur quelques définitions et notamment la différence entre revue systématique et méta-analyse pour qu'on soit sûr de bien parler de la même chose. Donc parfois, on peut avoir, l'un des mots qui est utilisé à la place de l'autre entre revue systématique et méta-analyse, mais en fait, c'est pas du tout la même chose. La revue systématique, c'est bien une démarche scientifique globale en plusieurs étapes où on va avoir une recherche systématique de la littérature, une évaluation de la qualité de chaque étude considérée, une synthèse quantifiée ou narrative des résultats obtenus. La méta-analyse, elle, c'est une combinaison des résultats d'au moins deux études séparées. Donc en fait, la méta-analyse, c'est simplement une étape d'une revue systématique. Ça va être la synthèse en fait quantifiée des résultats obtenus. Donc on peut tout à fait avoir des revues systématiques qui n'incluent pas de méta-analyse si on n'a pas de synthèse quantifiée ou juste si une méta-analyse n'est pas adaptée par rapport aux données qu'on a recueillies. Heu et donc voilà, les 2 ne sont pas complètement, similaires. La revue systématique, c'est la démarche globale, avec vraiment plusieurs étapes et la méta-analyse, c'est une méthode statistique qui permet de combiner les résultats d'au moins 2 études et ça va être utile dans le cadre d'une revue systématique. Et donc cette méta-analyse, le plus souvent, c'est une méthode qui permet de calculer une moyenne pondérée des mesures d'effets de traitement de différentes études. Donc, comme je vous le disais, la méta-analyse, c'est juste une étape d'une revue systématique et ce n'est pas la première étape. On a d'abord tout un ensemble d'étapes à dérouler pour arriver finalement à avoir des données qu'on va pouvoir utiliser pour notre méta-analyse. Mais c'est très important de respecter l'intégralité de ces étapes pour avoir des données de qualité. Parce que comme dans toute analyse statistique, si vos données ne sont pas de qualité, ne sont pas fiables, eh bien, peu importe le méthode statistique que vous allez utiliser, même si c'est le modèle le plus poussé possible, eh bien, si vos données ne sont pas propres en entrée, en sortie, votre résultat ne sera pas fiable. Donc, très important. Ici, aujourd'hui, on va parler quasiment exclusivement de méta-analyse, mais ne pas oublier que la qualité des données au départ est très importante et donc toutes ces étapes de la revue systématique en amont de votre méta-analyse, c'est quelque chose de très important. Donc, le principe général maintenant d'une méta-analyse, ce sera toujours les mêmes étapes par lesquelles on va passer. Donc la première chose à faire, ça va être de calculer une mesure d'effet de traitement pour chacune des études. Donc on a identifié des études dans notre revue systématique et on va pouvoir extraire des données de ces différentes études et à partir de ces données, on va calculer une mesure d'effet de traitement pour chacune de nos études. Donc si on a plusieurs outcomes, eh bien on va mesurer une mesure d'effet de traitement pour chacun de ces outcomes. Pour calculer ces mesures d'effet de traitement, soit on utilise les données qui sont dans les articles, qui peuvent être par exemple les tableaux de 2 pour des outcomes binaires ou des moyennes, écart type et taille de groupe pour des données continues. Et on recalcule nos mesures d'effet de traitement à partir de ces données qu'on a extraites, soit on extrait directement nos, euh, nos mesures d'effet de traitement telles qu'elles ont été rapportées. Elodie, c'est muté. D'accord, Ouais, ok. désolée. Mm. Non, je ne Je sais pas voulais couper pourquoi. tous les autres, mais t'étais en D'accord, pause. c'est pour ça, je n'avais pas compris. Pardon. Donc ce calcul de mesure d'effet de traitement, là, je ne vais pas le détailler aujourd'hui, cette étape-là, mais donc c'est la première étape à faire pour une méta-analyse, c'est de calculer, mais ça, c'est ce qu'on fait dans des études classiques qui ne sont pas des méta-analyses, donc calculer la mesure d'effet de traitement. Avoir une mesure d'effet de traitement, c'est le prérequis pour chacune de nos études qu'on va vouloir inclure dans notre méta-analyse. La deuxième étape, c'est de choisir entre 2 familles de modèles, les modèles à effet fixe ou les modèles à effet aléatoire. Donc ça, c'est une des étapes que je vais vous détailler après, mais juste pour, commencer à vous expliquer, ces différences entre effets fixes et effets aléatoires. Donc les effets fixes, on suppose que toutes les études estiment exactement le même effet de traitement et les effets aléatoires, on suppose que les études n'estiment pas exactement le même effet de traitement, mais qu'on observe un effet commun plus une variation entre les études. Donc cette fois-ci, pour les effets aléatoires, on n'observe plus juste, on n'estime pas un effet euh, unique au sein de toutes nos études, mais on estime la moyenne en fait de tous les effets
qui sont estimés par les études qu'on a identifiées dans notre revue systématique. Donc ça, c'est un des points qu'on reverra en détail tout à l'heure. Troisième étape, eh bien, ça va être d'estimer notre mesure d'effet combiné. Donc comme je vous disais en introduction, cette mesure d'effet combiné, c'est finalement une moyenne pondérée des effets intervention estimés dans chacune des études de la méta-analyse. Donc une moyenne pondérée, c'est la somme des effets traitement multipliés par leur poids divisé par la somme des poids. Et ce poids, ce WI, c'est là-dessus qu'on va jouer pour en fait avoir différentes méthodes. On verra que c'est ce poids en fait à chaque fois qui va varier. Les effets traitement, eux, sont estimés, donc c'est les effets traitement qu'on estime. Et ensuite, les différentes méthodes, finalement, ce sera différents poids. On aura des poids différents selon les méthodes qu'on va utiliser et ça aura un impact à la fois sur notre estimation, forcément, mais aussi parfois on le verra sur les intervalles de confiance. Donc ensuite, on calculera notre intervalle de confiance à partir de notre mesure résumée et de son erreur standard. Et avant de terminer et de passer à l'interprétation des résultats, on aura une étape qui est très importante également, c'est d'évaluer la variation parmi les résultats des différentes études. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hétérogénéité. Et là, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est compatible avec une variation aléatoire? On s'attend à ce que nos résultats soient légèrement différents entre nos études, mais est-ce que en fait, on a vraiment, une raison de pooler toutes ces études? Est-ce que vraiment ces études, elles sont, c'est possible d'en déduire un effet commun ou est-ce qu'elles sont trop différentes? Et ça, on va l'évaluer et c'est ce qu'on appelle donc l'évaluation de l'hétérogénéité. On va essayer de l'étudier, de l'identifier pour savoir s'il y a de l'hétérogénéité et ensuite on va essayer hem, de de la quantifier pour savoir si, c'est raisonnable ici de pooler ou pas nos résultats. Et enfin, une fois qu'on est passé par toutes ces étapes, on va pouvoir interpréter nos résultats. Pour continuer sur ce principe un petit peu général, la manière dont on présente les résultats d'une méta-analyse, eh bien, c'est souvent sous forme d'un forest plot. Donc un forest plot, c'est ce genre de graphique où on va avoir finalement toutes les informations qui nous permettent de réaliser notre méta-analyse. Donc à partir d'un forest plot, on est capable de recalculer la mesure d'effet Poulet, de reproduire les analyses. Donc ici, vous avez dans la première colonne les études qui sont identifiées, qui sont incluses dans cette méta-analyse. Ensuite, vous avez les données qui sont utilisées pour calculer les mesures d'effet dans chacune des études. Donc ici, je suis sur une donnée continue. Donc on avait extrait les moyennes, les écarts types et la taille de chacun des groupes, donc caféine et décaféiné pour chacune des études. Le poids qui a été calculé et qui va nous servir pour faire notre moyenne pondérée, et donc il est noté ici. Les effets traitement estimés dans chacune des études avec leurs intervalles de confiance. Et donc, tout à droite ici, vous avez le forest plot en lui-même, le graphique avec le carré vert ici qui représente l'effet traitement pour chacune des études, la ligne horizontale en noir qui est donc la largeur de l'intervalle de confiance et vous voyez aussi que les carrés ont des tailles différentes et ces tailles, en fait, elles sont proportionnelles au poids qu'on donne à chacune de ces études dans l'estimation poolée ensuite de notre effet traitement. Cette estimation poolée, on le retrouve ici sur la dernière ligne en gras. Ici, il est égal à moins 11,48 avec un intervalle de confiance qui va environ de moins 16 à moins 7. Et il est représenté sur notre graphique le plus souvent par un diamant, par un losange. Et donc, le centre de ce losange, c'est la mesure de l'effet traitement et la largeur de ce losange, c'est notre intervalle de confiance. On verra qu'on pourra ajouter aussi d'autres informations sur le forest plot, mais pour le moment, je vous présente juste le forest plot un petit peu basique. Et au niveau des informations supplémentaires ici qu'on a, on va voir également des informations sur l'hétérogénéité dont je vous parlais. Donc ça, tout ça, ce sont des indicateurs que je vais vous détailler plus tard. On a également le test pour savoir si on a un effet statistiquement significatif ici. Donc c'est un test Z. Et donc c'est le test pour savoir si cette valeur est statistiquement différente de 0 ou non. Et on a également des informations sur les tests pour les sous-groupes. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va voir un tout petit peu après. Donc quand est-ce qu'on va faire des analyses en sous-groupes? Et donc si on réalise des analyses en sous-groupes, eh bien le test pour la différence entre les sous-groupes, on le retrouvera à cet endroit-là.
Donc les étapes que je vais vous détailler aujourd'hui, ce sont donc le choix entre effet fixe ou effet aléatoire. Comment est-ce qu'on calcule une mesure résumée? Donc je vous détaillerai une méthode statistique, celle qui est la plus utilisée, et puis après je vous donnerai juste quelques autres méthodes qui existent pour des cas un petit peu plus particuliers. On verra comment on évalue l'hétérogénéité et enfin, je vous toucherai un petit mot sur l'interprétation, notamment l'interprétation de l'intervalle de confiance. On ne va pas aller très loin dans la partie interprétation, c'est juste, encore une fois, pour que vous ayez quelques clés, mais il y aurait beaucoup plus à dire sur l'interprétation des résultats d'une méta-analyse. Et pour illustrer ce webinaire, je vais utiliser un exemple qui est une revue systématique exemple qui est dans le logiciel Revman Web, qui est le logiciel que je vais utiliser également pour vous présenter cet exemple. Donc notre exemple ici, ce sera sur des corticostéroïdes inhalés pour l'asthme. Dans cette revue systématique, il y a 9 études qui ont été identifiées et qui représentent 1923 patients. On a des essais randomisés contrôlés. Ces 9 études sont des essais randomisés contrôlés. On a 2 crossovers et 7 essais à bras parallèles. On a 5 études qui concernaient des adultes et 4 études qui concernaient des enfants. Au niveau de l'intervention, on va comparer une dose augmentée de corticostéroïdes inhalés à une dose stable. Et dans notre bras intervention, la dose augmentée, on a à la fois des études qui proposaient un doublement de la dose et également des études qui proposaient plus qu'un doublement de la dose. Donc on a là deux doses différentes pour notre bras intervention. Et l'outcome que je vais utiliser pour cette illustration, c'est l'échec du traitement qui était défini par le besoin de corticoïdes systémiques. Donc, Revman Web, donc là, normalement, vous voyez mon écran Internet. Donc, Revman Web, c'est le logiciel qui est développé par la Cochrane pour réaliser des méta-analyses. Et donc, ce logiciel permet assez facilement de réaliser des méta-analyses. De manière plus globale, il permet de réaliser des revues systématiques. Et donc, pour réaliser ces revues systématiques, une des premières choses à faire sera de définir dans le logiciel des critères pour votre revue, donc notamment quelles interventions vous allez évaluer. Si vous voulez grouper des interventions, ce qui est notre cas ici, comment vous allez grouper vos interventions. Donc ici, dans ma dose augmentée, j'ai à la fois un doublement et plus qu'un doublement, et dans ma dose stable, j'ai uniquement le groupe stable. Vous allez pouvoir définir aussi ici quels outcomes vous souhaitez analyser dans votre revue systématique. Si vous avez identifié des covariables intéressantes au niveau de vos études, donc par exemple ici l'âge, on a vu dans la slide précédente qu'on a des études qui comportent uniquement des adultes et des études qui comportent uniquement des enfants. Donc ça peut être une caractéristique intéressante. On verra comment on va pouvoir justement étudier l'effet traitement en fonction de ces caractéristiques tout à l'heure. Et une fois qu'on a bien défini comme ça tous les critères de notre revue systématique, on va pouvoir aller pour chacune des études qu'on a incluses. Donc ici, j'ai mes 9 études. Et donc pour la première, ici, je vais pouvoir aller rentrer des informations, donc décrire toutes les caractéristiques au niveau de la méthode, au niveau des participants, etc. etc. Au niveau des covariables, donc si j'ai défini des covariables dans les critères de ma revue systématique, eh bien ici, je vais pouvoir définir pour cette étude, l'âge, c'était des adultes ou des enfants. Et donc ici, je vais pouvoir comme ça définir toutes les informations que j'ai recueillies sur mes études, je vais pouvoir les rentrer ici. Je vais pouvoir définir quels étaient les bras pour cette étude Fitzgerald 2004. Et enfin, je vais pouvoir rentrer ici, à ce niveau-là aussi, mes données. Donc là, par exemple, pour l'échec de traitement, le besoin de corticoïdes systémiques, pardon, eh bien ici, je vais pouvoir dire, c'est un outcome binaire, j'ai extrait qu'il y avait 12 événements dans mon groupe intervention, sur 142 participants dans le groupe intervention, et 9 événements dans mon groupe contrôle sur 148 participants en tout dans ce groupe contrôle. Et donc, je vais faire ça pour chacune de mes études. Et comme ça, j'aurai une base de données avec toutes les informations utiles pour ensuite réaliser mes analyses. Et
quand on ira faire nos analyses, on ira se placer dans l'onglet Analyse ici, et je vous montrerai au fur et à mesure, dans les méthodes que je vais vous présenter, quelles sont où est-ce qu'on va aller chercher les informations pour pouvoir réaliser les méta-analyses qu'on souhaite faire et bien utiliser les modèles qu'on souhaite utiliser. Donc première étape qu'on va détailler, c'est comment faire un choix et c'est quoi la différence entre les effets fixes et les effets aléatoires. Donc les effets fixes, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'idée générale, c'est qu'on a un vrai effet de traitement, ici c'est mon rond en violet, qu'on cherche à estimer. Et pour estimer ce vrai effet de traitement, eh bien, on a plusieurs études qui répondent à la même question. Donc l'idée ici, c'est vraiment que toutes ces études estiment exactement le même vrai effet de traitement, c'est-à-dire qu'elles ont exactement les mêmes caractéristiques, les mêmes participants, les mêmes timings, les mêmes outcomes, les mêmes conditions, tout est exactement pareil et donc on a un effet de traitement ici qui est unique et chacune de ces études cherche à estimer cet effet de traitement qui est unique. Ces études-là, elles estiment donc cet effet de traitement, mais elles ne vont pas tomber toutes exactement sur ce vrai effet de traitement. Une estimation, c'est une estimation à partir d'un échantillon et pas une estimation à partir d'une population entière et globale. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des fluctuations d'échantillonnage, ce qui fait que notre effet de traitement estimé ici ne sera pas égal au vrai effet de traitement, mais il s'en approchera. Et donc, comme on a des échantillons différents pour chacune de nos études, eh bien, on va avoir des observations qui vont des effets observés qui vont varier légèrement entre toutes nos études. Et cette variation, en fait, elle est uniquement due aux fluctuations d'échantillonnage, au fait qu'on ait des échantillons qui sont différents à chaque fois. Et donc, on a des valeurs qui vont être légèrement différentes, des valeurs qui vont être plus ou moins précises aussi en fonction de la taille de nos échantillons. Donc l'idée vraiment des effets fixes, c'est de se dire on estime exactement la même quantité, le même effet de traitement, puisqu'on n'a finalement aucune hétérogénéité. On a bien exactement chaque étude qui répond exactement à la même question pour la même population. Et donc les différences qu'on observe entre nos études, elles sont uniquement dues à nos fluctuations d'échantillonnage. Pour les effets aléatoires, c'est un petit peu différent. Cette fois-ci, on a toujours un effet sous-jacent commun qu'on essaye d'estimer, c'est mon rond violet, mais cette fois-ci, cet effet, il n'est pas estimé directement par chacune de mes études. Mes ronds bleus ici sont toujours mes effets observés dans mes études, mais cette fois-ci, il n'estime plus directement mon rond violet, mais il estime ici mes ronds qui sont un petit peu orangés, qui sont donc mes effets dans chacune de mes études. Ici, l'idée, c'est que on a un effet commun, on répond quand même globalement à la même question, mais on a quand même des différences intrinsèques à chacune de mes études. Et donc chacune de mes études n'estime pas exactement le même effet, mais elle estime un effet spécifique. Et mon effet commun ici, eh bien en fait, c'est la moyenne de chacun de ces effets spécifiques estimés par toutes mes études. Donc cette fois-ci, au niveau de ma variation, ici, quand j'observe mes ronds bleus, je vois qu'ils varient toujours. Eh bien, j'ai à la fois des différences qui sont dues à mes fluctuations d'échantillonnage, mais également des différences qui sont dues à l'hétérogénéité réelle entre mes études, puisque ici, je n'estime pas exactement le même effet de traitement dans chacune de mes études. Donc c'est ça la différence entre mes effets fixes et mes effets aléatoires. Donc mes effets fixes, toutes les études estiment le même vrai effet et les différences entre les résultats des études sont uniquement dues au hasard, c'est-à-dire que je n'ai aucune hétérogénéité. Donc on se rend assez vite compte que c'est une hypothèse qui est assez peu réaliste. Rien que dans l'exemple que je vous présentais, on a vu qu'on a à la fois des adultes et des enfants et on peut déjà soupçonner que potentiellement l'effet n'est pas le même chez les adultes et chez les enfants et donc qu'il y ait des chances qu'il y ait de l'hétérogénéité. Donc pour les effets fixes, si je vous représente de manière schématique un tout petit peu différemment, on a notre effet commun ici qui est estimé en rouge, le diamant ou le losange à la manière d'un forest plot qui représente mon effet avec son intervalle de confiance, et ici chaque carré noir qui représente l'effet observé dans chacune des études et qui estime donc cet effet qui est en rouge. Et donc à chaque fois, la différence qu'on observe ici, c'est dû toujours à mes fluctuations d'échantillonnage et uniquement à mes fluctuations d'échantillonnage. Pour les effets aléatoires,
On suppose que les effets intervention estimés par les études suivent une distribution normale. Donc ça, je ne vous l'avais pas dit avant, je vous avais juste dit qu'on avait des effets qui varient selon les études, mais on a besoin de faire une hypothèse ensuite pour pouvoir utiliser cette information dans nos calculs pour faire notre méta-analyse. Et donc la plupart du temps, l'hypothèse que l'on fait, c'est que ces effets intervention, ces différents effets intervention, ils suivent une distribution normale. Et à partir de ça, on va pouvoir faire de l'inférence. Et donc, quand on utilise des effets aléatoires, ce qu'on va estimer, c'est plus un effet unique estimé par toutes nos études, mais un effet moyen de l'intervention. Et donc, les différences entre les études, elles sont dues à la fois au hasard, à mes fluctuations d'échantillonnage, mais également à la variation entre les effets intervention. Et donc, si je reprends le même type de représentation que pour mes effets fixes tout à l'heure, cette fois-ci, on voit qu'on a plus d'informations, puisque pour chacune de mes études en noir ici, je n'estime plus l'effet commun, mais j'estime un effet spécifique à l'étude. Donc toutes ces lignes en pointillés là que vous voyez, c'est les effets spécifiques à chacune de mes études. Ces effets, je ne les connais pas, c'est ceux que je cherche à estimer. Mais dans l'hypothèse où on est sur un modèle à effet aléatoire, eh bien on part du principe que ces effets devraient suivre une loi normale de moyenne, mon effet commun, mon effet moyen que je suis en train d'estimer, ici θ, et d'écart type taux. Et ce taux, c'est aussi une quantité qu'on va chercher à estimer et qui va nous servir dans les estimations de nos modèles à effet aléatoire. Donc ici, cette fois-ci, la différence avec les effets fixes, c'est que chacune de mes études n'estime plus directement l'effet commun, mais elle estime un effet qui lui est propre, et que si on regarde en fait la distribution de ces effets propres à chacune des études, eh bien ces effets suivent une distribution normale, de moyenne l'effet commun que je suis en train d'estimer et d'écart type taux. Donc ce taux représente finalement la variation entre les effets, les différents effets estimés par mes différentes études. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur mes estimations, ces choix entre effets fixes ou effets aléatoires? Bah, si on n'a pas d'hétérogénéité, on aura exactement les mêmes résultats entre les effets fixes et les effets aléatoires. Si on n'a pas d'hétérogénéité, c'est comme si mon taux était égal à 0, le taux qui représente donc la variation entre mes études, et finalement, ça veut dire qu'on aurait vraiment juste un effet commun. Donc ici, pas de problème, on a la même chose entre effets fixes et effets aléatoires. Si on a de l'hétérogénéité, ce qui va se passer, c'est que notre intervalle de confiance avec effet aléatoire, il va être plus large. Il va nous permettre de représenter justement cette incertitude, cette hétérogénéité qu'on a autour de nos études. Et donc, on va avoir comme ça un intervalle de confiance qui va être plus large. Au-delà de cet intervalle de confiance qui va être élargi avec des effets aléatoires, on va également avoir une estimation ponctuelle qui peut être légèrement différente entre effets fixes et effets aléatoires. Et ça arrivera particulièrement si les résultats des plus petites études sont très différents des études les plus larges. Ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent dans des méta-analyses. C'est dû à ce qu'on appelle le small study effect. Donc, je ne vais pas avoir le temps là, de détailler précisément tout ce qu'est le small study effect et tout ce qu'il y a derrière, mais l'idée, c'est que les petites études, elles sont plus sujets au biais de publication. Donc, c'est-à-dire que les études de petite taille, donc déjà c'est plus difficile de les publier, et les études de petite taille négatives, ça va être encore plus difficile de les publier, alors que les études de petite taille positive, on va avoir un peu plus de chances de les publier, et donc finalement sur ces études de petite taille, on va avoir un biais de publication assez important, donc des résultats potentiellement différents pour ces études de petite taille par rapport aux essais de plus grande taille qui vont être plus facilement publiés, peu importe qu'ils soient positifs ou négatifs. Autre raison qui peut amener à avoir du small study effect, donc un effet différent pour des essais de petite taille, c'est que souvent, ces essais peuvent être de qualité méthodologique un peu plus faible, et donc on peut avoir un peu plus de biais dans ces études, et donc on va se retrouver avec des effets un petit peu différents à cause de ce biais qui peut être plus important dans ces études. Et pourquoi est-ce que ce small study effect, c'est problématique dans les méthodes avec effet aléatoire? Eh bien parce que quand on utilise une méthode avec effet aléatoire, on va donner relativement plus de poids aux petites études
par rapport aux grandes et par rapport à une méthode à effet fixe. On verra tout à l'heure sur la manière dont on calcule pourquoi est-ce qu'on arrive à ce type de résultat. Mais c'est à garder en tête. Si on a vraiment des petites études qui ont des résultats très différents, eh bien peut-être que l'estimation ponctuelle d'un modèle à effet aléatoire sera plus biaisée que celle d'un modèle à effet fixe. Donc ça, c'est quelque chose à bien garder en tête quand on est en train de faire un choix entre effet fixe ou effet aléatoire. Et justement, pour ce choix, on voit que ça a l'air quand même assez compliqué et il n'y a pas vraiment de consensus pour définir quelle méthode est plus adaptée. Certains préconisent plutôt de faire un choix a priori, donc basé sur ce qui est attendu. Et dans ce cas-là, ça va souvent mener à choisir des effets aléatoires, puisque on a vu que l'hypothèse des effets fixes, qu'on ait un effet commun égal dans toutes les études, c'est une hypothèse qui est assez peu réaliste. D'autres préconisent plutôt d'utiliser de toute façon les effets fixes, car ils peuvent être interprétés même en présence d'hétérogénéité, qu'on va explorer comme je vais vous le présenter un tout petit peu plus tard dans cette présentation. Et l'intérêt d'utiliser toujours les effets fixes, c'est qu'on a moins d'hypothèses qu'une méthode avec effet aléatoire, parce que par exemple, on va dire que lorsqu'on utilise une méthode avec des effets aléatoires, on suppose que les différents effets estimés par mes études suivent une loi normale. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à vérifier en pratique. Donc voilà, certains penchent plutôt pour cette idée de présenter plutôt les effets fixes, même si on a de l'hétérogénéité. On a vu que le problème avec les effets aléatoires, c'est surtout si on a de l'hétérogénéité, eh bien, on va donner plus de poids aux petits essais et donc ça peut être problématique si on a une relation entre l'ampleur de l'effet et la taille de l'essai. Et donc dans ce cas-là, ce qu'on peut préconiser, c'est également une approche un peu pragmatique, de se dire qu'on va réaliser les deux méthodes, qu'on présentera uniquement les effets aléatoires si on n'observe pas de relation entre la taille de l'effet et la taille de l'essai. Et dans le cas contraire, eh bien, on va établir une stratégie de dire, voilà, si on observe une relation entre taille d'effet et taille d'essai, eh bien, on présentera les deux résultats et comme ça, on verra quel est l'impact en fait quelle est la différence entre nos effets fixes et nos effets aléatoires et on essaiera de commenter ce résultat. Ou alors, on peut également décider d'en présenter aucun. Ou alors, on peut présenter des analyses de sensibilité en excluant les plus petits essais, donc en partant du principe que ces petits essais souffrent peut-être d'un small study effect et que donc ils biaisent peut-être nos résultats. Et en faisant une analyse de sensibilité en excluant ces plus petits essais, eh bien, on va pouvoir évaluer, encore une fois, l'impact de ces petits essais sur nos résultats. Et il y a également des méthodes de méta-régression, pareil, que je détaillerai un tout petit peu après. Dans tous les cas, donc ça, cette manière, cette approche pragmatique, l'idée, c'est bien entendu de ne pas le faire en fonction des résultats, mais bien de définir en avance et de dire, voilà, on va réaliser les deux méthodes. Si on observe un small study effect, une relation entre taille d'effet et taille d'essai, et bien dans ce cas-là, voilà ce qu'on fera et voilà comment on décrira nos résultats. Dans tous les cas, ça c'est quelque chose qu'on pouvait voir et qu'on voit encore régulièrement. On ne choisit pas effet fixe, effet aléatoire en fonction d'un test d'hétérogénéité. Le test d'hétérogénéité, pareil, je vais vous détailler un petit peu après exactement ce que c'est, mais l'idée c'est d'avoir un test qui nous permet d'identifier s'il y a de l'hétérogénéité ou pas. La méthode avec effet aléatoire, elle ne permet pas de corriger. Ce n'est pas quelque chose de magique qui corrige pour l'hétérogénéité. C'est juste une méthode qui permet d'incorporer cette hétérogénéité et donc d'élargir un peu l'intervalle de confiance. Mais ce n'est pas du tout une méthode magique qui permet de pouler des choses qui n'ont rien à voir. Donc quand on a de l'hétérogénéité, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir utiliser une méthode à effet aléatoire et se dire qu'on n'a plus de problème d'hétérogénéité. Il va toujours falloir l'évaluer et l'étudier, cette hétérogénéité. L'autre problème avec le test d'hétérogénéité, c'est que c'est un test statistique et donc il va être plus ou moins puissant. Et donc si vous ne mettez pas en évidence d'hétérogénéité dans votre méta-analyse, ça ne veut pas forcément dire que cette hétérogénéité, elle n'existe pas. Donc on va vraiment éviter de baser notre choix
effet fixe ou effet aléatoire, en fonction de notre test d'hétérogénéité, mais plutôt d'utiliser une des approches que j'ai présentées juste avant. Si je retourne là dans mon exemple, donc de mes corticostéroïdes inhalés pour l'asthme, si on part du principe que on veut baser notre choix donc a priori sur la connaissance qu'on a du sujet, ici on voit qu'on a des essais randomisés contrôlés, mais qu'on a 2 essais en crossover et 7 essais à bras parallèles, qu'on a 5 études chez les adultes et 4 études chez les enfants. Donc on peut suspecter qu'on aura de l'hétérogénéité et donc on peut dire qu'on va plutôt utiliser un modèle à effet aléatoire ou alors on peut faire comme l'approche pragmatique que je vous ai présentée et de dire voilà, on va utiliser à la fois une méthode à effet fixe, une méthode à effet aléatoire, et puis on va essayer d'évaluer si on a un small study effect ou pas. Et dans ce cas-là, voilà ce qu'on fera. Donc, pour voir comment on va faire ces analyses sur Revman Web, donc je retourne ici, et donc ici, hop, nous, on était intéressés par cette analyse-là avec donc l'échec de traitement. Donc ici, vous avez une analyse qui a déjà été réalisée. Je pars d'une revue systématique qui a déjà des données de rentrée. Mais si vous voulez éditer cette analyse, ici, vous allez aller dans Edit Analysis et vous allez avoir un onglet Options ici qui va vous permettre de définir le type d'analyse que vous voulez faire. Donc, les premières cases servent à nommer en fait votre analyse, de spécifier le type de données. Donc ici, le type de données, c'est des données automatiques. Donc c'est des données qu'on a rentrées en amont ici, ce que je vous ai montré précédemment. Au niveau de mes études, j'ai rentré toutes mes données. Ici, je les ai rentrées au niveau bras, c'est-à-dire que j'ai rentré le nombre d'événements pour mon bras intervention ainsi que sa taille, le nombre d'événements pour mon bras contrôle ainsi que sa taille. Ensuite, je vais spécifier ici, dans cette deuxième partie, l'outcome. Pareil, c'est l'outcome que j'ai défini avant dans mes critères de revue et que j'ai défini dans mes études. Quel est le bras expérimental? Quel est le bras contrôle? Est-ce que je veux faire une analyse en sous-groupe? Donc pour l'instant, on ne va pas faire d'analyse en sous-groupe, on verra ça tout à l'heure. Et enfin, ce qui va nous intéresser plus aujourd'hui, la partie statistique. Donc ici, l'inverse variance méthode, qui est la méthode que je vais détailler juste après, qu'on peut laisser comme ça, et ici, le choix entre effet fixe et effet aléatoire. Donc tout simplement ici, avec Revman Web, si vous choisissez une méthode à effet fixe, vous cliquez ici sur effet fixe, et si vous choisissez une méthode à effet aléatoire, vous choisissez ici effet aléatoire, et vous voyez que pour les effets aléatoires, on aura un peu plus de choix à réaliser que pour une méthode à effet fixe. Et c'est ces choix-là dont on va parler juste après. Je reviens ici. Donc voilà pour cette première partie sur les effets fixes et les effets aléatoires. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette partie-là avant qu'on parle du calcul de la mesure résumée et de son intervalle de confiance? Donc je vous laisse soit les poser par chat, soit ouvrir votre micro si vous avez des questions directement. Merci Elodie. Isabelle, vous voulez- Euh, Merci beaucoup, Élodie. Peut-être un petit mot, mais tu l'as peut-être dit parce que j'ai raté un petit peu le début de la réunion, sur le poids des petites études quand tu utilises l'effet fixe ou quand tu utilises l'effet aléatoire. Oui, j'en ai parlé. J'ai dit que du coup, au niveau des que les petites études avaient tendance à avoir des effets différents, ce qu'on appelle le small study effect, et que du coup, ça pouvait avoir un impact sur l'estimation ponctuelle de la méthode à effet aléatoire, puisque en fait, on va donner plus de poids aux petites études quand on utilise des effets aléatoires que des effets fixes. Et donc, il fallait faire attention à ça pour quand on utilisait les effets aléatoires. Merci. J'ai une question, s'il vous plaît. Merci Oui. pour la présentation. Dans le protocole, donc nous, on doit spécifier d'emblée qu'on va aller sur une méthode aléatoire en fonction de ce qu'on a retrouvé dans la littérature, en fonction de ce qu'on peut estimer comme résultat, ou alors on dit
que ça va se faire, du moins selon ce qu'on aura comme résultat quand on va commencer à faire des analyses? Parce que je suis un peu embêté dans ce sens-là. Non, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment définir une stratégie en amont. Et donc, ici, soit, donc, par exemple, l'approche pragmatique, c'est de se dire on réalisera les deux méthodes. Et donc, effectivement, là, ça va dépendre un petit peu des résultats et de dire on présentera uniquement les effets aléatoires si on n'a pas de relation entre taille d'effet et taille d'essai. Ou alors, dans le cas contraire, eh bien, choisir soit dire qu'on présentera les deux résultats, soit dire qu'on n'en présentera aucun, soit dire qu'on présentera les résultats mais qu'on fera des analyses de sensibilité. Mais tout ça, c'est bien à définir en amont et pas au vu des résultats. En tout cas, la stratégie est à définir en amont et pas au vu des résultats. Donc, avant de réaliser votre méta-analyse, au moment où vous êtes en train de planifier, il va falloir dire, eh bien voilà, ce qu'on va utiliser comme méthode. Par exemple, on fera les deux méthodes et en fonction, pour le coup là c'est quand même un petit peu en fonction des résultats, mais si on n'a pas de relation entre taille d'effet et taille d'essai, on présentera uniquement les effets aléatoires et dans le cas contraire, voilà ce qu'on fera. Donc la stratégie, elle est à définir quand même en amont et pas en fonction des résultats de votre méta-analyse. Merci, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, donc du coup, je vais continuer avec la manière dont on va calculer maintenant ces mesures résumées et leurs intervalles de confiance. Donc, ce que je vais vous présenter un peu plus en détail, c'est vraiment la méthode générale qui est l'Inverse Generic Variance Method. Ensuite, on verra très rapidement d'autres méthodes possibles, mais à chaque fois, en fait, le principe est quand même le même. Donc, je vais plutôt vraiment me focaliser sur cette méthode-là et ensuite, je détaillerai seulement les types de méthodes possibles. Donc, cette méthode d'Inverse Generic Variance Method, c'est la méthode la plus fréquente. Elle va fonctionner pour différents types de données, à la fois données binaires, données continues. Elle va fonctionner aussi pour différentes mesures d'effets de traitement qu'on pourra extraire directement. Donc, c'est vraiment une méthode assez large. Et dans cette méthode, le poids de chaque étude, il sera donné par l'inverse de la variance de l'effet traitement. C'est-à-dire qu'on donnera plus de poids pour les plus grandes études, donc pour les études les plus précises. Donc plus une étude est précise, plus son erreur standard est petite, et donc plus son poids sera grand. Ici, on a deux possibilités. Soit on utilise directement les données par groupe, et on recalcule les mesures d'effet traitement pour chacune des études, soit on utilise directement les mesures d'effet qui sont extraites des études. Donc pour notre modèle à effet fixe, notre effet traitement, ce sera la somme de mes effets traitement multiplié par le poids, donc 1 sur SE carré. SE, c'est l'erreur standard de l'étude, et je divise par la somme des poids. Et donc ça, ce sera valide si les effets estimés dans les études estiment le même effet intervention, puisque je suis ici dans le cadre des effets fixes. Donc si je veux réaliser une analyse, ici une méta-analyse à effet fixe avec l'inverse variance method, ici je vais choisir cette méthode statistique. Je peux choisir ma mesure d'effet. Ici, on va travailler sur les odds ratios. Je choisis effet fixe. Je peux choisir également le niveau pour mon intervalle de confiance. Donc ici, je vais prendre un intervalle de confiance classique à 95%. Et donc ici, je vais dans mon onglet graphe et je vais avoir les résultats de ma méta-analyse. Donc comme je vous présentais tout à l'heure les forest plots, ici vous avez les données pour chacune des études. Donc ma première étude qu'on était allé observer tout à l'heure, c'était bien 12 événements pour mon premier groupe qui faisait 142 patients et 9 événements dans mon deuxième groupe qui faisait 148 patients. Les poids ici ont été calculés donc, en fonction de l'erreur standard de chacune des études. Et ici, j'ai donc mes estimations dans chacune des études avec la taille du carré de mon estimation ponctuelle qui est proportionnelle au poids que l'étude va avoir dans la mesure ici résumée, la mesure poolée. Et donc, le résultat ici pour cette méta-analyse, c'est un effet traitement, un odds ratio à 0,97 avec un intervalle de confiance qui va de 0,76 à 1,25. Et donc ici, vous avez un rappel de la méthode que vous êtes en train d'utiliser. C'est IV ici pour inverse variance et fixe puisque j'ai utilisé des effets fixes. Lorsque je veux utiliser une méthode à effet aléatoire,
Mon effet traitement, ce sera à nouveau une moyenne pondérée, mais cette fois-ci, le poids va être légèrement différent. Ici, ce n'est plus seulement 1 sur SE carré, mais 1 sur SE carré plus taux au carré. Ce taux au carré, c'est la variation de mes effets estimés dans mes différentes études. Donc tout à l'heure, hop, je vous avais présenté les effets aléatoires ici et vous vous souvenez, ce taux ici, c'était mon écart type. Donc on fait pour hypothèse que nos effets ici, traitements qui sont estimés par chacune des études, suivent une loi normale de moyenne θ et d'écart type taux. Et ce taux, c'est celui qui va être utilisé ici pour calculer mes poids. Donc ici, l'hypothèse, c'est que mes différentes études, elles estiment des effets différents, mais qu'elles ont quand même un effet sous-jacent commun. Et donc cet effet sous-jacent commun, ce sera la moyenne de ces différents effets traitement qui sont estimés dans chacune de mes études. Ce taux carré, on a plusieurs méthodes pour l'estimer. On a notamment les 3 méthodes que vous retrouverez le plus souvent, la méthode de Der-Simonian-Laird, la méthode Paul-Mandel et la méthode du Restricted Maximum Likelihood. Donc là, c'est juste les 3 méthodes que je vais juste un tout petit peu détailler. Alors pas de manière calculatoire, mais juste pour vous dire à quel moment elles sont plutôt adaptées. Donc la méthode de Der-Simonian-Laird, c'est une méthode qui a été beaucoup utilisée parce que les calculs sont assez simples et qu'elle est implémentée dans quasiment tous les logiciels statistiques qui font des méta-analyses. Mais finalement, c'est une méthode pour laquelle on a montré qu'elle était plutôt surpassée par les autres méthodes qui existent, et notamment, ici vous avez l'article de Veroniki 2015 qui détaille justement toutes ces méthodes possibles pour estimer taux carré et qui les compare et qui compare leurs performances. Et donc finalement, cette méthode de Der-Simonian-Laird, bien qu'elle ait été beaucoup utilisée, finalement maintenant, on préconise plutôt d'utiliser d'autres méthodes, et notamment la méthode Paul-Mandel, qui, elle, a des très bonnes performances à la fois pour les outcomes binaires et continus, mais qui est assez peu implémentée dans les logiciels actuellement. Donc elle est implémentée dans R et Stata, mais par exemple pas dans RevManWeb que je vous présente aujourd'hui assez rapidement. Une autre méthode qui fonctionne plutôt bien, c'est la méthode donc REML, qui elle est notamment recommandée pour les outcomes continus, mais qui fonctionne aussi très bien pour les outcomes binaires et notamment qui fonctionne mieux généralement que la méthode de Der-Simonian-Laird. Donc, si vous avez possibilité d'utiliser la méthode de Paul and Mandel, elle est généralement très adaptée à la fois pour les outcomes binaires et pour les outcomes continus. Si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser cette méthode-là, vous pouvez tout à fait utiliser l'analyse REML qui a des très bonnes performances également, même sur des données binaires, et qui en tout cas a des meilleures performances en règle générale que la méthode de Der-Simonian-Laird. L'impact du choix de cette méthode a été étudié et il a été montré en fait autant ça va avoir quand même un impact sur la valeur du taux carré, le taux va vraiment varier en fonction de ces différentes méthodes, mais finalement, cet impact, il est rarement majeur pour l'estimation des effets résumés. Donc même si vous n'avez pas accès forcément à la méthode la meilleure parce que vous n'utilisez pas tel ou tel logiciel, vous pouvez quand même y aller de manière assez confiante sur notamment la méthode REML qui a de très bonnes performances également. Pour le calcul de l'intervalle de confiance classique qui peut être utilisé à la fois pour les effets fixes et les effets aléatoires, c'est l'intervalle de confiance de type Wald, donc intervalle de confiance classique basé sur la distribution normale. Donc on va prendre notre effet traitement, plus ou moins l'erreur standard de l'effet traitement, qu'on va multiplier par le quantile de la loi normale. Pour un intervalle de confiance à 95%, donc le quantile 97,5%, donc le fameux 1,96 que beaucoup d'entre vous connaissent, j'imagine. Pour les effets aléatoires, on a une autre alternative qui est proposée notamment dans RevManWeb, qui est l'alternative Hartung-Knapp-Siddig-Jonkman, HKS
HKSJ. Et l'intérêt de cette méthode, c'est en fait qu'elle va élargir un peu l'intervalle de confiance pour refléter l'incertitude qu'on a dans l'estimation de l'hétérogénéité. Donc ça va être intéressant quand on a de l'hétérogénéité, en fait, d'utiliser plutôt cette méthode que la méthode Wald pour justement refléter cette incertitude dans notre estimation de l'hétérogénéité. C'est une chose qu'on ne fait pas du tout ici dans cette méthode, puisqu'on a uniquement de l'incertitude autour de notre estimation de l'effet traitement. Donc l'intérêt vraiment de cette méthode, c'est d'essayer de refléter cette incertitude dans l'estimation de notre taux carré, de notre hétérogénéité. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la variance, en fait, ne sera pas estimée de la même manière que dans notre estimation Wald. On va augmenter cette variance de notre effet résumé et on va utiliser une distribution T à la place d'une distribution normale. Donc cette méthode-là, elle va être adaptée en présence d'hétérogénéité observée. Donc elle est plutôt conseillée quand vous observez de l'hétérogénéité. Il faut faire attention cependant, elle peut avoir des résultats, notamment des intervalles de confiance très très larges, excessivement larges, quand on a un très faible nombre d'études, moins de 5 études, et que ces études sont de taille très différente. Donc petit point de vigilance ici. Mais sinon, de manière générale, lorsqu'on a de l'hétérogénéité, on va plutôt conseiller d'utiliser cette méthode-là pour l'intervalle de confiance. Donc, au niveau ici de Revman-Webb, si je retourne dans mes options, eh bien ici, je vais pouvoir aller choisir cette fois-ci mes effets aléatoires. Et vous voyez qu'ici, vous avez différentes cases à cocher qui n'étaient pas présentes lorsqu'on était sur des effets fixes. Vous pouvez choisir donc l'estimateur d'hétérogénéité, donc comment vous voulez estimer votre taux carré. Est-ce que vous voulez utiliser la méthode de Deslemonian and Laird ou est-ce que vous voulez utiliser le Restricting Maximum Likelihood? Et ensuite ici, toujours pareil, est-ce que vous voulez donc un intervalle de confiance à 95%? Et ici, vous pouvez choisir la méthode pour votre intervalle de confiance. Est-ce qu'on va plutôt utiliser ici l'intervalle de confiance Wald ou plutôt l'intervalle de confiance HKSJ? Donc tout ça, c'est voilà, ce que je viens de vous présenter, quel estimateur je veux pour l'hétérogénéité, quel type de méthode je veux pour mon intervalle de confiance. Et donc ici, mon résultat, eh ben, je vais plutôt les comparer. Hop, ici, je vous les ai remis ici. Donc ici, on voit que comme attendu, on a un intervalle de confiance qui est légèrement plus large pour notre méthode ici avec effet aléatoire, puisqu'on va de 0,72 à 1,32, alors qu'ici, on allait de 0,76 à 1,25. J'ai aussi mon estimation, alors là, c'est pas très gros, j'ai aussi mon estimation ici de taux, qui est à 0,01. Donc on voit que finalement qu'on a un taux carré assez petit ici, donc on a probablement assez peu d'hétérogénéité. Et donc c'est pour ça que l'impact ici sur l'intervalle de confiance n'est pas énorme. Voilà, et au niveau de l'impact sur mon estimation ponctuelle, ici je vois qu'entre mes deux méthodes, j'ai très peu de différence. J'ai un odds ratio à 0,97 dans un cas et 0,98 dans l'autre cas. Donc cette méthode, c'est vraiment la méthode générale qui va me permettre d'étudier à la fois des données binaires, des données continues et d'autres types de données si j'ai des mesures d'effet traitement que j'extrais directement de mes études. Pour les données binaires, on a deux méthodes supplémentaires qui sont assez utilisées. C'est la méthode de Mantel-Hansel. On va avoir à la fois des effets fixes et des effets aléatoires, et la méthode des Peto-Odds ratio. Donc, je vais passer très rapidement parce que je vois que le temps passe assez vite quand même. Donc, cette méthode de Mantel-Hansel, elle va être utilisée plutôt pour des événements rares, soit parce qu'on a un faible risque d'événement, soit parce qu'on a une taille d'échantillon qui est assez faible. Et la pondération, cette fois-ci, ça ne va pas être une pondération unique pour la méthode de Mantel-Hansel, elle va dépendre en fait de notre mesure d'effet de traitement. On aura une certaine pondération pour les risques ratios, une certaine pondération pour des autres ratios et une certaine pondération pour les différences de risque. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir pouler des risques ratios, des autres ratios et des différences de risque, c'est juste que la méthode de calcul n'est pas la même en fonction de la mesure qu'on utilise pour notre méta-analyse. Cette méthode, elle montre de meilleures propriétés statistiques que la Generic Inverse Variance Method dans le cas d'événements rares, et elle a des estimations assez similaires dans les autres cas, donc c'est une méthode qui est fréquemment utilisée, et notamment donc, quand on a des événements rares. La méthode des Peto-Odds ratio, donc elle est
utile uniquement pour combiner des odds ratios. Elle est basée sur la statistique du log-rank qu'on appelle aussi O-E. Donc O, c'est le nombre d'événements observés, E, c'est le nombre d'événements attendus sous H0. Et cette méthode, c'est vraiment une méthode pour cas particuliers qui va être adaptée aux odds ratios proches de 1, avec des événements plutôt rares et des tailles de groupes expérimentaux et contrôles similaires. Donc c'est vraiment une méthode pour cas particuliers. On ne veut vraiment pas utiliser cette méthode par défaut. Et l'intérêt de cette méthode, c'est également qu'elle peut être utilisée pour combiner à la fois des données binaires et des données de survie, puisqu'on voit qu'elle est basée sur cette statistique O-E, qui est également la statistique qui est utilisée pour le log-rank. Et ensuite, pour les autres types de données, en fait, on va se rendre compte que la plupart du temps, on va pouvoir se replacer à chaque fois dans un cas soit de données binaires ou de données continues, par exemple les données ordinales, en fonction du nombre de catégories que vous avez. Si vous avez très peu de catégories, potentiellement, vous allez pouvoir binariser vos données. Si vous avez beaucoup de catégories, potentiellement, vous allez pouvoir utiliser cette échelle, par exemple, si c'est une échelle, comme des données continues. Et donc, vous allez pouvoir utiliser les mêmes méthodes que ce que je viens de vous présenter. Et si vous aviez une méthode spécifique qui était utilisée, par exemple avec des odds ratios proportionnels, et que vous avez pu extraire ces odds ratios proportionnels, eh bien, vous pouvez utiliser la Generic Inverse Variance Method. Donc vraiment, cette méthode Generic Inverse Variance, elle va permettre, dès que vous avez une mesure résumée et son erreur standard, eh bien, de combiner plusieurs études. De la même manière, les données de survie, elles vont pouvoir être analysées soit en binaire si on a une table 2-2, c'est-à-dire le nombre de patients avec événement à un moment donné. Donc attention, ça c'est très important, c'est à un moment donné. On n'utilise pas ici de données censurées, il faut qu'on ait l'information vraiment à un moment donné. On peut également utiliser l'inverse generic variance method si on a les hazard ratios et l'erreur standard. Donc on pourra pooler les hazard ratios. Et on a également des méthodes qui utilisent donc cette statistique du log-rank. Et de la même manière pour les données de comptage. Vous pourrez l'analyser en continu si l'événement est fréquent, vous pourrez l'analyser en binaire si l'événement est rare. Vous pouvez aussi potentiellement l'analyser en time to event, donc données de survie. On pourra imaginer qu'on va analyser le temps jusqu'au premier événement, si on a des événements assez rares. Et on peut potentiellement utiliser aussi directement une analyse des taux, mais ça c'est quelque chose qui est finalement assez rare parce qu'on a rarement les informations nécessaires dans les études. Donc il faudrait les taux exprimés en patientant par groupe. C'est quelque chose qui arrive assez peu souvent. Mais si vous avez par contre des rate ratios ou des rate difference, vous pouvez à nouveau utiliser l'inverse generic variance method. Donc c'est pour ça que j'ai plus insisté sur cette méthode-là. Parce qu'elle est vraiment très largement utilisée et très utile dans de nombreux cas. Et là, juste un petit mot sur, donc je vous parlais des effets aléatoires. Je vous disais que l'hypothèse, c'était le plus souvent une distribution normale des données. Et on pourrait se dire, pourquoi pas utiliser d'autres distributions finalement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait peut-être plus pertinent et qui fonctionnerait mieux? Il y a cet article-là qui est sorti et qui évalue justement ces hypothèses et c'est des modèles en fait qui utilisent d'autres hypothèses que cette normalité des données pour les effets aléatoires dans les méta-analyses. Et cette étude, elle montre que finalement, le modèle REML, donc celui dont je vous ai parlé, il est a priori pas inférieur que des modèles un peu plus complexes et que surtout, le plus important, c'est que lorsqu'il y a beaucoup d'hétérogénéité, finalement, encore une fois, le modèle effet aléatoire, c'est pas un modèle qui corrige l'hétérogénéité, c'est pas un modèle magique. Et finalement, quand on a beaucoup d'hétérogénéité, on a beau essayer d'utiliser des méthodes un petit peu complexes, eh bien finalement, quand il y a beaucoup d'hétérogénéité, il vaut mieux l'explorer, essayer d'identifier quels sont les facteurs qui génèrent cette hétérogénéité et regarder les prediction intervals dont je vais vous parler tout à l'heure plutôt que de juste se focaliser sur l'effet moyen qu'on est en train d'estimer avec notre modèle. Donc tout ça, ça va m'amener à notre étape suivante, qui est donc l'évaluation de l'hétérogénéité, qui est vraiment une étape très importante dans les méta-analyses. Et donc, je vous laisse me poser vos questions si vous en avez sur cette partie-là.
Pas de questions ici? Très bien. Donc je continue avec l'évaluation de l'hétérogénéité. Donc l'hétérogénéité, j'en ai déjà parlé un petit peu avant, c'est les différences qu'on va observer entre les études d'une méta-analyse. On va avoir différents types d'hétérogénéité. On a l'hétérogénéité qu'on va appeler clinique. L'hétérogénéité clinique, c'est une hétérogénéité qui est due à des différences dans nos participants, des participants qui n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques. C'est une hétérogénéité qui peut venir aussi de différentes interventions. Dans mon exemple, on a vu que j'ai à la fois un doublement de la dose des corticoïdes, mais aussi plus qu'un doublement de la dose de corticoïdes. Donc ça, c'est des doses qui sont un petit peu différentes. Donc en soi, j'évalue bien une intervention un peu commune, mais avec quand même des nuances. Ça peut être aussi des outcomes qui sont différents. Donc on évalue la même chose, mais avec des outcomes différents. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'hétérogénéité clinique. On a également l'hétérogénéité qu'on appelle méthodologique, qui, elle, va être due plutôt à des choix méthodologiques, comme son nom l'indique, donc par exemple le design de l'étude, au risque de biais. Et l'hétérogénéité, en fait, nous, qu'on va observer, eh bien, c'est l'hétérogénéité qu'on appelle hétérogénéité statistique. Et elle, c'est vraiment la variabilité de mes effets intervention. Et ça, c'est la conséquence, en fait, de mon hétérogénéité clinique et ou de mon hétérogénéité méthodologique. Donc, ma variabilité clinique entre les études, elle va refléter une vraie différence entre mes effets intervention, en tout cas une différence entre mes vrais effets intervention, puisque j'ai des différences cliniques entre mes différents participants, entre mes interventions, et donc, selon mes études, je vais avoir des effets de traitement un petit peu différents. Et ma variabilité méthodologique, elle, c'est une variabilité des effets observés, mais pas forcément du vrai effet traitement. Si j'ai des études qui sont à fort risque de biais, elles vont potentiellement avoir des effets traitement différents de mes études à faible risque de biais, mais pas parce que l'effet traitement est vraiment différent, mais simplement parce que dans un cas, j'ai des résultats qui sont biaisés et dans l'autre, des résultats qui ne le sont pas. Et donc, cette hétérogénéité qu'on observe, eh bien, c'est un mélange en fait de tout ça, de cette variabilité clinique et de cette variabilité méthodologique. Comment on va faire pour identifier cette hétérogénéité? Première étape, eh bien, graphiquement, on va pouvoir inspecter notre forest plot et donc si les intervalles de confiance se chevauchent peu ou pas, eh bien, on soupçonnera la présence d'hétérogénéité. Par exemple, ici à gauche, j'ai un forest plot et je vois que tous mes intervalles de confiance se chevauchent. Donc ici, a priori, je n'ai pas d'hétérogénéité ici. En tout cas, je n'identifie pas visuellement d'hétérogénéité. Sur mon forest plot à droite, cette fois-ci, j'ai des grosses différences et j'ai des intervalles de confiance qui se chevauchent très peu, voire pas. Si je regarde ce premier intervalle de confiance ici, je vois qu'il ne chevauche absolument pas le deuxième, ni le quatrième, ni le cinquième. Et c'est la même chose pour le dernier ici qui ne chevauche pas du tout ces trois intervalles de confiance. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai de l'hétérogénéité. Autre manière pour identifier cette hétérogénéité, au-delà de l'inspection visuelle de mon forest plot, c'est de réaliser le test d'hétérogénéité dont je vous ai déjà un petit peu parlé, le test Q. Ce test nous permet d'évaluer si les différences observées elles sont compatibles avec le hasard uniquement. Et donc si vous avez une faible p-value, ça veut dire que vous identifiez de l'hétérogénéité. L'inconvénient, je vous en ai déjà parlé, c'est qu'on va avoir souvent une faible puissance parce qu'on aura assez peu d'études. Donc on va avoir du mal à mettre en évidence une hétérogénéité par notre test. Mais on peut également imaginer avoir une puissance très élevée qui permettrait de détecter des différences qui ne seraient pas cliniquement pertinentes. En fait, si on a énormément d'études, peut-être que notre test va être très puissant et en fait, ça va être difficile de définir si cette hétérogénéité qu'on détecte, est-ce qu'elle est cliniquement pertinente ou pas. Donc ce test Q, c'est un outil, mais on voit qu'il y a quand même pas mal d'inconvénients à cet outil. Donc plutôt que de l'utiliser directement, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le calcul, donc ma statistique de test ici Q, pour quantifier l'hétérogénéité plutôt que d'utiliser directement ce test statistique. Donc ce Q, il peut être utilisé pour calculer ce qu'on appelle le I carré. Qui permet en fait de décrire le pourcentage de variabilité dans les effets estimés qui est dû à l'hétérogénéité plutôt qu'au hasard. Donc, qu'est-ce qui est dû à l'hétérogénéité et qu'est-ce qui est dû au hasard? Donc, plus ce pourcentage est élevé et plus j'ai d'hétérogénéité entre mes études.
C'est un outil donc, qui peut être intéressant pour quantifier cette hétérogénéité, mais il vient lui aussi avec pas mal d'inconvénients, notamment il dépend de beaucoup de facteurs, en particulier de la taille de l'effet, et on n'a pas défini de seuil vraiment précis. Parfois, on peut retrouver qu'on a une faible hétérogénéité entre 0 et 40 une hétérogénéité modérée entre 30 et 60 substantielle entre 50 et 90 et considérable entre 75 et 100 Mais on n'a pas comme ça de seuil vraiment très clair. Et comme ça dépend aussi de beaucoup de facteurs, eh bien, c'est difficile d'avoir des seuils précis. Autre quantité pour pouvoir quantifier cette hétérogénéité, on en a déjà parlé aussi, c'est le taux carré. C'est mon estimation de la variance entre mes études. Si je peux estimer cette variance, eh ben, ça me donne une idée de la quantité d'hétérogénéité que j'ai. Ce taux carré, déjà, je pourrais l'estimer seulement si j'ai des effets aléatoires, forcément. Mais surtout, il n'a pas d'interprétation clinique directe. Ici, je vois que j'ai un taux carré à 0,01, donc je soupçonne que c'est quelque chose de faible, mais en soi, je ne sais pas exactement cette quantité, est-ce qu'elle est importante ou pas. Donc, pour pallier un petit peu ces problèmes liés à ce I carré, à ce taux carré, et pour compléter un petit peu notre arsenal pour essayer de quantifier l'hétérogénéité, on a un outil qui est le prediction interval. Et donc, ce prediction interval, c'est l'intervalle du frais effet traitement dans une étude individuelle. C'est quelque chose qu'on va estimer à partir de notre mesure d'effet traitement, de l'erreur standard et de taux carré. Donc, on prend en compte à la fois la précision de notre estimation, mais aussi la variation entre les études pour calculer ce prediction interval. Et donc ici, je vous mets un exemple où j'ai ici, c'est des SMD, donc des Standardized Mean Difference, et on comparait des stéroïdes à des placebos. Et donc mon effet ici est à moins 0,51 avec un intervalle de confiance qui va de moins 0,96 à moins 0,07. Donc ça, c'est mon estimation avec son intervalle de confiance. Maintenant, le prediction interval, c'est quelque chose de différent. Donc c'est quelque chose que je vais rajouter sur mon forest plot. C'est une information supplémentaire qui va me permettre de quantifier l'hétérogénéité. Et ici, on voit qu'il est estimé à moins 1,60 jusqu'à 0,58. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique, ce prediction interval? Donc, là, on a bien vu, prediction interval, il est différent de l'intervalle de confiance, c'est pas la même chose. L'intervalle de confiance, c'est vraiment une mesure de précision de votre estimation poolée, c'est une mesure de précision de votre effet moyen du traitement. Ça vous indique à quel point vous êtes précis pour estimer votre effet moyen du traitement. Et donc, plus vous avez d'individus, plus vous avez de données, et plus vous serez précis. Le prediction interval, c'est différent. C'est une indication en fait de la dispersion de vos effets de traitement. Ici, c'est vraiment pour vous indiquer à quel point vos effets ici en pointillé, sont dispersés. Donc, ce prediction interval, plus vos études sont dispersées, plus vos effets de traitement dans vos études sont dispersés, plus il sera large, et plus vos effets de traitement sont resserrés autour de l'effet moyen et plus ce prediction interval sera petit. Donc si je reprends l'exemple ici que je vous ai présenté, on a un I carré qui est estimé à 74 et on a un taux carré qui est estimé à environ 0,15. Donc si j'ai juste ces informations, à partir du I carré, j'ai l'impression que j'ai quand même une certaine hétérogénéité, une hétérogénéité assez conséquente. À partir de mon taux carré 0,15, c'est assez dur d'évaluer en fait et d'interpréter cette hétérogénéité et de voir quelles conséquences elle a en fait sur mes résultats. Et si je complète ça avec mon prediction interval, on va voir que tout de suite, ça permet d'être beaucoup plus ça nous donne beaucoup plus d'indications en fait sur l'impact de cette hétérogénéité sur nos résultats. Donc ici, le prediction interval, on a vu, il va de moins 1,60 à 0,48 pour un effet traitement qui est estimé à moins 0,51 et avec un intervalle de confiance qui va de moins 0,96 à moins 0,07. Donc là, si je regarde juste l'intervalle de confiance, je me dis, bah voilà, j'ai un effet traitement qui est à moins 0,51 et qui est significativement différent de 0.
Oui, mais sauf que mon prediction interval, il va lui de moins 1,60 à 0,48. C'est-à-dire, cela veut dire que le vrai effet traitement d'une future étude aurait 95% de chances de se trouver dans cet intervalle, moins 1,60, 0,48. Ça veut dire qu'on ne peut pas exclure en fait un effet négatif de l'intervention dans une étude future. Donc mon effet moyen, lui, ok, il a 95% de chances d'être significativement différent de 0. Mais cet effet moyen, c'est bien juste une moyenne. Ça représente l'effet moyen d'études qui vont être, d'effets qui vont être plus ou moins dispersés. Et mes essais, ici, mes effets sont tellement dispersés que même si mon effet moyen est statistiquement différent de 0, eh bien, je ne peux quand même pas exclure que j'ai un effet négatif dans mes études futures pour une population qui serait semblable à la population que j'étudie dans cette méta-analyse. Donc ça nous permet vraiment plus d'identifier cette hétérogénéité, de la quantifier et de voir quel impact elle a en fait sur nos résultats. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, voilà, est-ce que finalement, se contenter juste d'un effet moyen, ça a du sens lorsque mes effets, en fait, à partir desquels je calcule la moyenne, sont aussi dispersés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on a de l'hétérogénéité? Déjà, surtout, ne pas l'ignorer. Deuxième chose à faire, vérifier les données. Ça peut être un problème à l'extraction. On peut essayer de la contourner si c'est de l'hétérogénéité seulement méthodologique. Ce n'est pas forcément un problème une hétérogénéité qui vient d'une différence entre nos vrais effets de traitement, mais peut-être juste en fonction des méthodes qu'on a utilisées. Donc, on va pouvoir commencer par faire tout ça. On va pouvoir utiliser des effets aléatoires pour incorporer cette hétérogénéité entre les études dans l'estimation de notre intervalle de confiance, mais sans oublier d'explorer l'hétérogénéité, puisqu'encore une fois, ce n'est pas un modèle magique, le modèle à effet aléatoire. Et donc ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est explorer cette hétérogénéité. Et si on se rend compte qu'on a trop d'hétérogénéité, finalement, peut-être que tout simplement, c'est pas valide de pouler tous ces résultats et tout simplement, il ne faut peut-être pas faire de méta-analyse dans ce cas-là. Pour explorer l'hétérogénéité, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ce qu'on appelle des analyses en sous-groupe ou de la métarégression. Et donc l'idée, c'est que certaines caractéristiques des études, elles peuvent être associées à l'effet traitement estimé, par exemple l'âge moyen des patients. On a vu dans l'exemple que j'ai présenté qu'on a à la fois des adultes et des enfants. Mais on peut se dire que potentiellement, là, l'effet, il est peut-être très différent et peut-être que c'est ça qui porte beaucoup d'hétérogénéité dans notre étude. Et donc, on va essayer d'aller voir, est-ce que si je regarde seulement pour les adultes et seulement pour les enfants, est-ce que j'ai des grosses différences et est-ce qu'à l'intérieur de ces sous-groupes, eh bien, l'hétérogénéité, elle disparaît finalement. D'autres caractéristiques comme ça qui peuvent être associées à un effet de traitement, ça peut être le design de l'étude, ça peut être la dose du traitement par exemple, et tout un tas d'autres caractéristiques. Donc si on a uniquement des caractéristiques discrètes, on peut faire des analyses en sous-groupe. Si on a à la fois des caractéristiques continues et discrètes, eh bien on va pouvoir faire plutôt de la métarégression. Donc pour les analyses en sous-groupe, l'idée, la question qu'on va se poser, c'est vraiment est-ce que l'effet est différent selon les sous-groupes? Donc on ne va pas comparer les p-values pour les différents sous-groupes, mais on va tester l'hétérogénéité entre nos sous-groupes. Et donc dans ce cas-là, on va calculer un I carré qui décrira le pourcentage de variabilité dans les effets estimés qui est dû au sous-groupe plutôt qu'au hasard. Donc tout à l'heure, le I carré, c'était vraiment pour toutes les études, donc pourcentage de variabilité dans les effets estimés qui était dû à la différence entre mes études et donc à l'hétérogénéité plutôt qu'au hasard. Et là, l'idée, c'est de calculer un I carré, mais qui va calculer le pourcentage de variabilité dans mes effets qui est dû au sous-groupe plutôt qu'au hasard. Pour faire ces analyses en sous-groupe, on va plutôt utiliser des modèles à effet aléatoire. Et donc, si je regarde en pratique comment on peut faire ça sous Revman, donc je suis toujours dans ma méta-analyse ici, avec mes odds ratios, mon inverse variance méthode et puis mes effets aléatoires. Donc, deux choses ici que je voulais vous montrer, j'ai oublié tout à l'heure. Donc, si je retourne dans mes options, donc déjà au niveau ici des méthodes statistiques, donc j'ai oublié de vous présenter, vous pouvez ici aller choisir d'autres méthodes. Donc là, je suis sur un outcome binaire, donc on me propose l'inverse variance méthode, la méthode Mantel-Hansel ou la méthode des P-to-odds ratio. Donc là, je vais rester sur notre méthode inverse variance dont on a plus parlé. J'ai mes effets aléatoires ici, et ce que je voulais vous montrer aussi que j'ai oublié, c'est que vous pouvez ajouter donc le prediction interval ici.
Donc cet intervalle qui nous permet de savoir si on réalisait une étude dans le futur avec des patients qui ont les mêmes caractéristiques que les patients qui sont inclus dans notre méta-analyse, eh bien, quel effet traitement je pourrais avoir. Et donc ici, je peux l'ajouter en cochant cette case. Et donc si je retourne voir ici mes résultats, vous voyez qu'ici, on a rajouté le prediction interval. Et ici, il va de 0,66 à 1,45. Et donc, il est à peine plus large finalement. Il est un peu plus large, mais assez peu que mon intervalle de confiance. Et ça, c'est dû au fait que mon taux carré ici était assez petit. Donc, c'est assez logique finalement ce prediction interval qui est assez proche de mon intervalle de confiance. Sur l'hétérogénéité ici, vous avez également le Q ici calculé. Le Q, oui, calculé pour mon test d'hétérogénéité avec la p-value associée à ce test d'hétérogénéité. Et vous avez également le I carré ici qui est calculé. Donc là, on a une hétérogénéité qui est estimée à 8%. Et donc, le prediction interval que vous retrouvez ici. Donc voilà, ça, c'est les éléments que je vous ai présentés pour déjà essayer d'identifier cette hétérogénéité. Et maintenant, si je veux essayer de l'explorer, cette hétérogénéité, je vais pouvoir aller voir du côté des analyses en sous-groupes. Donc ici, je peux choisir en fait de grouper mes études par covariable ou selon mes différentes interventions. Donc ici, je vais choisir par covariable. Et ces covariables, il faut absolument qu'elles aient été d'abord définies forcément dans vos critères de votre revue systématique. Et à l'intérieur de chacune des études, vous devez définir quelle valeur pour chaque covariable. Donc ici, je choisis de grouper mes études par covariable. Et je vais aller choisir, par exemple, l'âge. Je vous parlais tout à l'heure du fait qu'on a... Alors ici, ce n'est pas l'âge directement, c'est de savoir si c'est des patients adultes ou des patients enfants. Et donc là, quand je vais faire à nouveau ma méta-analyse, je retourne voir mon graphique, eh bien j'aurai une méta-analyse qui est dans laquelle je vais distinguer en fait mes deux sous-groupes, adultes et enfants. Je vais avoir une estimation poolée pour chacun de mes sous-groupes, plus mon estimation globale ici. Et je vais avoir donc à l'intérieur de chaque groupe les mêmes informations que pour une méta-analyse globale. Et pour ici, mon résultat final, je vais avoir des informations sur mon test ici de la différence entre les sous-groupes, ici qui est égale à la p-value, pardon, pour ce test qui est égal à 0,43, ce qui veut dire qu'ici, je ne mets pas en évidence d'hétérogénéité en fait entre mes deux sous-groupes. Alors, ça reste des tests pour des sous-groupes, donc ça peut être assez peu puissant, mais ça me permet comme ça d'essayer de voir si l'hétérogénéité que j'observe, elle est due à certaines caractéristiques. Dans mon exemple ici, on a une hétérogénéité qui est autour de 8%, donc elle est assez faible finalement, mais ça me permet quand même d'évaluer et d'explorer cette hétérogénéité et d'essayer de définir d'où elle vient. Donc ça c'est l'exemple, ok. Et juste un mot un peu rapide sur la méta-régression. Donc, la méta-régression, c'est une extension des analyses en sous-groupes qui va nous permettre d'étudier l'effet de variables discrètes, mais aussi continues. Ça permet théoriquement de tester l'effet de plusieurs caractéristiques simultanément, puisque c'est en fait, on se place dans le cadre de la régression, donc on peut imaginer avoir plusieurs covariables dans cette méta-régression. Et comme on se place dans le cadre de la régression, ça va être à réserver uniquement aux méta-analyses d'au moins 10 études, puisque là, vraiment, l'idée, c'est que notre outcome, ça va être l'effet intervention estimé dans chaque étude. Donc, notre individu, notre unité d'analyse, c'est l'étude. Donc, si on a moins de 10 études, c'est comme si on faisait une régression avec moins de 10 patients. Donc, on voit vite que ça peut avoir beaucoup de limites. Donc, vraiment, c'est à réserver aux méta-analyses qui ont un grand nombre d'études. Et donc, nos variables explicatives, ça va être les caractéristiques étudiées. Par exemple, l'âge moyen dans chacune des études. Donc, toutes ces caractéristiques, elles doivent être évaluées au niveau de mes études. Ce n'est pas l'âge des patients individuellement, mais c'est bien l'âge moyen
dans chacune de mes études. Donc il faut pouvoir récupérer ces informations. Les métarégressions ne sont pas implémentées sous Revman, mais vous avez des packages qui vous permettent de réaliser ces analyses sous Stata et sous R notamment. Et donc si juste un exemple de résultat, donc l'idée là, c'est que ça va nous permettre de définir quelles sont les caractéristiques qui ont un impact sur notre effet de traitement et donc qui, qui sont génératrices d'hétérogénéité. Donc ici, un exemple sur les psychothérapies de troisième vague, sur l'impact qu'elles peuvent avoir sur le stress d'étudiants. Et donc là, on avait fait une métarégression sur l'année de publication. Hop, ici. Et donc, on voit que, donc ici, ce sont mes effets de traitement qui étaient des standardized mean difference. Je les ai estimés forcément pour chacune de mes études. Et puis, on fait une régression pour savoir si on a un effet de l'année de publication sur notre effet de traitement. Et on voit ici qu'on a une pente positive. Donc, on a un effet de traitement qui augmente avec l'année de publication. Qui peut être potentiellement une explication pour l'hétérogénéité qu'on observe dans ces données-là. Pour sélectionner mes caractéristiques, je vais toujours les sélectionner a priori. Ça ne doit pas dépendre des résultats de la méta-analyse. Il faut choisir un petit nombre de caractéristiques parce qu'on a, comme pour toute analyse statistique, une possibilité d'avoir des faux positifs qui va augmenter avec le nombre de caractéristiques. Donc, il faut un rationnel scientifique derrière chacune des caractéristiques qu'on va étudier. On va chercher plutôt des effect modifiers, donc des caractéristiques qui modifient l'effet, mais pas des facteurs pronostiques. On ne va pas faire des analyses sur tous les facteurs pronostiques. L'idée, c'est vraiment d'essayer de voir si on a certaines caractéristiques qui pourraient modifier notre effet, faire que ça marche plus ou moins bien. Ces caractéristiques, elles doivent être identifiables dans toutes nos études. Si vous avez l'âge moyen des patients uniquement pour une étude, eh bien, vous ne pourrez pas faire d'analyse en sous-groupe, vous devez l'avoir pour l'intégralité des études. Et comme pour toute méthode de régression, donc ça c'était valable également pour les caractéristiques que je vais choisir pour mes analyses en sous-groupe et pour la métarégression, comme pour toute comme pour toute analyse de régression, pardon, il faudra faire attention aux facteurs de confusion, collinéarité. Donc voilà pour la partie hétérogénéité. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là, un petit peu rapidement, pour que je puisse ensuite vous parler rapidement de l'interprétation et notamment de la manière dont on interprète l'intervalle de confiance dans les méta-analyses? Elodie, on a Oui, une question sur le oui. chat. Pour le taux, est-ce qu'il y a un seuil pour savoir si l'hétérogénéité est importante ou pas? Non, pour le taux, il n'y a pas de seuil parce qu'en plus, ça va dépendre en fait de la valeur de votre effet que vous êtes en train d'estimer. Donc il n'y a pas vraiment de seuil. C'est pour ça qu'il est assez difficile à interpréter directement et qu'on va plutôt passer par le prediction interval pour avoir une interprétation qui a plus de sens. Merci Elodie. Une autre Ouais. question, pas exactement sur l'hétérogénéité, mais est-ce que vous recommandez des méthodes pour évaluer le biais de publication dans la méta-analyse de proportion prévalence? Alors là, comme ça, non, j'ai pas ici, aujourd'hui, j'ai pas du tout parlé de Publication bias. l'évaluation du biais de publication. Il a fallu faire des choix sur 1 heure et demie. Donc là, comme ça, non, j'ai pas de méthode à préconiser pour ces essais-là en particulier. De manière générale, on utilise le funnel plot, mais ça a des limites, notamment, encore une fois, parce qu'il faut quand même beaucoup d'études pour pouvoir interpréter un funnel plot. Et donc, c'est vrai qu'on est souvent un petit peu coincé finalement quand on a assez peu d'études. Mais pour le cas particulier des essais de prévalence, j'ai pas de méthode particulière au-delà du funnel plot si on a assez d'études. Une autre Ouais, question, pardon, à vas-y. quel pourcentage le I carré n'est-il pas conseillé de pouler les data?
Alors ça va pas être, encore une fois, ce Icari, il va dépendre de beaucoup de choses. L'idée, c'est pas forcément de ne pas pooler les datas, mais c'est déjà d'essayer un maximum d'explorer justement cette hétérogénéité. Si on arrive à l'expliquer par des caractéristiques, bah, peut-être qu'il faudra présenter uniquement, les résultats sur les sous-groupes plutôt que quelque chose de poolé. Et si vraiment on a l'impression que c'est trop important comme hétérogénéité, mais encore une fois, j'ai pas de seuil précis. Mais en tout cas, il faut, vraiment commenter ces résultats et discuter ces résultats. Et si, vraiment on a l'impression qu'il y a trop d'hétérogénéité, qu'on est en train de pouler des choses qui ne vont pas, on ne fera pas de méta-analyse et il y a potentiellement d'autres méthodes qui peuvent, exister pour faire des synthèses quantitatives qui ne sont pas forcément des méta-analyses ou alors pas du tout faire de synthèse quantitative. Mais une possibilité aussi, ça peut être de présenter les forest plots sans pouler les résultats, ce qui permet quand même d'avoir une idée visuellement de ce qu'on a comme résultat, de la manière dont sont distribués nos effets. On peut les présenter par sous-groupe. Si on a identifié des sous-groupes, on a des effets différents, mais ne pas présenter nos résultats poolés. Ça peut être une possibilité. Mais j'ai pas de seuil de I-carré au-delà duquel c'est trop. Parce que parfois, on va pouvoir identifier un facteur. Si par exemple, c'est dû à des essais qui vont avoir des risques de biais très importants, eh bien, on va pouvoir présenter les résultats aussi sur les études qui ont un faible risque de biais en disant qu'on a plus confiance dans ces études-là. Et donc, finalement, on poolera quand même les résultats. Donc, ça va plutôt être au cas par cas ici. J'ai pas de seuil précis à donner. Merci, Elodie. Ouais. J'avance du coup pour terminer sur l'interprétation. Donc ici, l'interprétation, ça va uniquement être sur comment un peu interpréter les intervalles de confiance. Je ne vais pas aller plus loin parce que ça dépasse un petit peu le cadre de cette partie uniquement méta-analyse. Donc l'intervalle de confiance, c'est un des outils qui va nous permettre d'interpréter notre résultat. Ils sont assez souvent interprétés comme une p-value directement en les dichotomisant. En fait, on se dit que si l'intervalle de confiance n'inclut pas la valeur nulle, eh bien, c'est que j'ai un test significatif et c'est donc que mon intervention a un effet, positif ou négatif. Si mon intervalle de confiance inclut la valeur nulle, eh bien, ça veut dire que mon test est non significatif et donc que mon intervention n'a pas d'effet. Mais quand on fait ça, on oublie que l'intervalle de confiance peut inclure 0 sans que cela indique clairement une absence d'effet. Mais aussi que l'IC peut ne pas inclure la valeur nulle et pourtant que l'intervention ne soit pas jugée bénéfique d'un point de vue clinique. L'intervalle de confiance, il nous donne plus d'informations qu'un simple test statistique, donc autant profiter de cette information pour faire autre chose que juste dichotomiser notre résultat et dire c'est blanc ou noir, c'est significatif, c'est non significatif. Deux exemples pour illustrer ces deux cas-là. Par exemple, ici, j'ai une. Alors, ce n'est pas une méta-analyse puisque j'ai une seule étude, mais j'ai un forest plot où j'ai une étude où mon effet traitement est estimé à 0,63. C'est un odds ratio avec un intervalle de confiance qui va de 0,27 à 1,48. Si j'interprète ce résultat en disant voilà, c'est non significatif, je n'ai pas d'effet, eh bien, si je rajoute une étude, qui a exactement les mêmes chiffres ici et donc exactement le même effet traitement, je me rends compte que j'ai 2 fois les mêmes résultats, mais mon estimation poolée, forcément, elle est plus précise puisque j'ai 2 fois plus d'individus. Donc mon intervalle de confiance, il se resserre un petit peu. Mais là encore, je suis toujours pas significative, donc je pourrais dire: «Non, j'ai pas d'effet». Si je continue comme ça et vous me voyez venir, plus ça va, plus mon intervalle de confiance va être resserré puisque l'intervalle de confiance, pardon, c'est vraiment c'est une indication de la précision de votre estimation. Donc ici, mon estimation ponctuelle, elle est toujours à 0,63 et puis cette fois-ci, mon intervalle de confiance pour ma mesure poolée, c'est 0,38, 1,03. Et si je rajoute une étude, j'arrive au moment où cette fois-ci, je suis assez précis pour arriver à un intervalle de confiance qui n'inclut plus la valeur 1 ici, qui indiquerait qu'il n'y a pas d'effet. Donc tout ça, c'est pour vous rappeler que lorsque
lorsqu'on n'arrive pas à mettre en évidence de différences statistiquement significatives, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence. Donc, à chaque fois ici, dans mes 4 essais individuels, finalement, mon effet de traitement était toujours le même, c'est juste que j'avais pas assez de puissance pour mettre en évidence une différence statistiquement significative. Mais en soi, mon effet de traitement, il n'a pas changé. C'est bien 0,63 dans toutes mes études. Et quand j'arrive à avoir assez de puissance, eh bien cette fois-ci, j'ai un effet statistiquement significatif, qu'on appelle statistiquement significatif. Donc, quand vous avez un intervalle de confiance et une estimation ponctuelle, c'est bien de regarder la largeur de l'intervalle de confiance. Si l'intervalle de confiance est extrêmement large, eh bien tout simplement, vous êtes peut-être pas assez puissant pour montrer quoi que ce soit à partir des données que vous avez. On a trop peu de données, on est trop peu puissant, on ne peut pas conclure. Si vous avez un intervalle de confiance très resserré, eh bien là, vous serez plus confiant dans la précision de votre estimation et donc vous pourrez plus facilement conclure à une absence de différence ou non. Donc ne jamais oublier que l'absence de preuve, ce n'est pas la preuve d'une absence de différence. Maintenant, autre cas, au niveau de la différence qu'on va observer d'un point de vue clinique. On peut avoir des intervalles de confiance qui vont être statistiquement différents, qui ne vont pas inclure pardon, la valeur 0 ou la valeur 1 en fonction qu'on est dans une mesure relative ou une mesure absolue, mais sans pour autant que la différence qu'on met en évidence, elle soit cliniquement pertinente. Donc par exemple ici, j'ai des différences de moyenne que j'ai poolées et donc j'arrive à un effet qui est à moins 11,5 avec un intervalle de confiance qui va de moins 19 à moins 4. Donc là, j'ai quelque chose de statistiquement significatif. Je n'inclus pas la valeur 0 dans mon intervalle de confiance. Mais est-ce que d'un point de vue clinique, ce moins 11,5, il est intéressant ou pas finalement? Parce que le fait qu'il soit différent de 0, c'est une information, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout d'un point de vue clinique, est-ce que cette différence, elle est importante ou pas? Pour évaluer ça, on peut se servir de la différence minimale cliniquement pertinente, donc c'est-à-dire le plus petit changement dans le résultat d'un traitement qu'un patient individuel identifierait comme important. Est-ce que d'un point de vue du patient, cette différence de moins 11,5 que j'observe, elle peut être considérée comme importante ou pas? Parce que finalement, c'est ça qui est le plus important. Donc ici, imaginons un exemple fictif où j'ai une différence minimale cliniquement pertinente qui a été estimée à 1%. Donc il y a des méthodes pour estimer les différences minimales cliniquement pertinentes. Donc sur certains sujets, vous allez pouvoir trouver cette information dans les littératures, mais on peut aussi imaginer que ce soit par rapport à une expertise qu'on peut avoir pour définir cette information. En tout cas, pour évaluer cette quantité cet effet de traitement qu'on est en train d'estimer. Et donc là, imaginons, on sait qu'on a une différence minimale cliniquement pertinente qui a été évaluée à 1%. Eh bien, si ici, j'ai un effet qui est estimé à moins 2%, et avec un intervalle de confiance qui va de moins 1,2% à moins 2,8%. Est-ce que c'est statistiquement significatif? Bien oui, puisque ça n'inclut pas la valeur 0. Est-ce que c'est cliniquement significatif? Oui aussi, puisqu'ici, mon intervalle de confiance n'inclut pas ici le moins 1. Donc en fait, je ne suis pas dans cet intervalle entre moins 1 et 1, qui serait une différence qui pourrait certes être différente de 0, mais qui ne serait pas pertinente cliniquement d'un point de vue du patient. Si maintenant je me trouve ici, je suis à nouveau statistiquement significatif, mon intervalle de confiance n'inclut pas la valeur 0, mais par contre, je ne peux pas exclure que mon effet de traitement ici soit finalement assez peu pertinent cliniquement, puisque j'ai une partie de mon intervalle de confiance qui se retrouve dans cet intervalle moins 1, 1, où je suis dans une zone où finalement la différence entre les groupes, même si elle existe, elle n'est pas forcément pertinente cliniquement. Et dans ce dernier cas, ici, est-ce que je suis statistiquement significatif? Eh bien non, je ne suis pas significatif statistiquement. Est-ce que je suis cliniquement significatif? Eh bien non plus, puisque je me retrouve complètement à l'intérieur de mon intervalle de confiance, de mon intervalle, pardon, moins 1, 1, qui définit la zone où finalement la différence entre mes deux groupes ne serait pas cliniquement pertinente. Donc si je reviens sur mon exemple,
J'ai toujours ma différence ici de moins 11,5 avec son intervalle de confiance. Et si je sais maintenant que la différence minimale cliniquement pertinente, elle est de 12 points, est-ce que ce moins 11,5 finalement, même s'il est statistiquement significatif, est-ce que vraiment il représente une vraie différence cliniquement? Peut-être pas. Si on reprend le même effet traitement, mais que cette fois-ci, on sait que la différence minimale cliniquement pertinente, elle est de 2 points, et bah, cette fois-ci, je serai assez confiant pour dire que là, j'ai un vrai effet traitement, que j'ai un vrai effet entre mes 2 groupes. Donc cette information, elle est importante et elle est à prendre en parallèle de votre, estimation de l'effet traitement, de essayer aussi d'évaluer si cliniquement cette différence qu'on observe, elle est pertinente ou pas. Et donc cette information, va être plutôt contenue, elle est rarement contenue, dans le texte, d'une revue dans le graphique pardon, dans le forest plot d'une méta-analyse, mais ça va plutôt être contenu dans le texte, si ça a été mis, en conclusion ou si on a discuté de ça. Donc pour les intervalles de confiance, l'idée vraiment c'est, d'éviter de juste dichotomiser, mais vraiment de considérer l'effet estimé et son intervalle de confiance, dont l'étendue indique la précision du résultat. Donc on va vraiment s'attacher à regarder si on a un intervalle de confiance très resserré ou si on a un intervalle de confiance qui est assez large. Et c'est aussi important que de regarder, seulement si, il contient ou pas la valeur 0 ou la valeur 1. Si elle est connue, prendre également en compte la différence minimale cliniquement pertinente ou en tout cas remettre toujours en regard de la connaissance clinique qu'on a du sujet. Donc même si on a quelque chose de statistiquement significatif, notamment si on a des méta-analyses avec énormément de données, énormément d'informations, peut-être qu'on va avoir beaucoup de puissance et que du coup on va mettre en évidence des différences qui seront statistiquement significatives mais qui finalement cliniquement n'ont pas vraiment d'intérêt. Et juste un petit mot pour revenir à mes effets fixes et mes effets aléatoires. Attention à l'interprétation de manière, générale. Lorsque vous êtes dans des effets fixes, votre mesure d'effet, c'est une estimation d'un effet de traitement, qui est le même pour tout le monde. Et lorsque vous êtes avec des effets aléatoires, c'est une estimation de l'effet moyen du traitement. Et donc vous avez aussi de la variation entre, vos études et donc potentiellement cet effet, voilà, c'est juste un effet moyen et l'effet va être différent entre les différentes études et donc il faut bien penser à utiliser également le prediction interval pour votre interprétation qui va aussi être, donc, ce prediction interval qui va vous donner de l'information sur, la variation de l'effet traitement entre vos études. Quelques références ici, dont je me suis, servie, en plus des petites références que j'ai insérées dans les slides. Donc le lien vers le Cochrane Handbook, un lien vers, un livre également en ligne sur, comment réaliser des méta-analyses avec R, donc qui reprend, un peu les mêmes éléments en termes de statistiques, que ce qu'on va trouver dans le Cochrane Handbook, mais avec quelques informations supplémentaires pour quelques méthodes qui n'existent pas forcément, sous Revman. Et également ici, un petit document avec les méthodes statistiques utilisées dans Revman. Donc là, je vous les ai présentées, de manière un peu générale, mais si vous voulez aller plus dans le détail, des formules et des calculs, vous avez ici un document qui vous permet de voir ça plus précisément. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie, interprétation? Avant de terminer.